Bonsoir, messieurs, dames. Alors voilà, il y a quelques années, j'ai eu la velléité d'écrire un spectacle ayant pour thème le déterminisme social. J'avoue que je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais au regard de quelques infos sommaires sur le sujet et au regard de mon enfance de fils d'ouvrier, je m'y étais instinctivement reconnu. Fut une période où, dans certaines discussions qui pourtant n'avaient strictement rien à voir avec la sociologie, je trouvais toujours le moyen de replacer cette formule de déterminisme social avec cette pseudo-assurance qui vous confère quelque chose du mec qui sait. De fait, je citais Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, éminent sociologue du XXe siècle, à qui certains reprochaient parfois sa vision un peu trop déterministe du social. D'après Wikipédia. Quand je dis que je citais Pierre Bourdieu, je citais son nom. C'est tout. Car je n'avais jamais lu Pierre Bourdieu. J'ai grandi à Viviers, au cœur du bassin mouillé de Decazeville, dans l'Aveyron. L'Aveyron, ça évoque la campagne, la ruralité, sauf que Viviers n'est pas exactement ce que l'on pourrait appeler un village vert. S'il y avait eu un concours des plus laids villages de France, Viviers, sans aucun doute, aurait été médaillé. Ceux qui sont passés au moins une fois dans leur vie peuvent en témoigner. Ne disait-on pas qu'il fallait y être né pour y mourir, pour y vivre? Dès le 19e siècle, une fonderie s'est installée. Ensuite, une usine de fabrication de zinc, la société Vieille Montagne. Tuyaux de descente, gouttière, toit de Paris, c'est du zinc. Dans cette usine qui a employé jusqu'à 1300 personnes, mon père a travaillé toute sa vie comme ajusteur. D'abord à l'atelier central, puis au laminoir, qui vit le jour au milieu des années 70. Assez fier d'avoir participé au montage de ce laminoir avec les Allemands de Schlemann, qui en avaient la maîtrise de construction, mais dont il vantait le professionnalisme. Il en avait profité pour perfectionner son vocabulaire dans la langue de Goethe, puisqu'il disait couramment « merde » en allemand. Combien de fois l'ai-je entendu dire « merde » dans cette prime enfance? Presque uniquement, il faut bien le dire, dans des moments d'énervement. Suivant l'intensité de la colère dans laquelle il pouvait rentrer, j'étais capable de discerner l'accent allemand standard de l'accent allemand autrichien. Quand c'était l'accent allemand standard, « Scheiße », ça allait. Mais quand c'était l'accent allemand autrichien, Scheiße! Vous pouvez être sûr qu'il n'allait pas tarder à envahir nos chambres et nous en coller une. Dès mon arrivée au collège, quelle fut ma déception de constater que l'anglais était imposé en première langue. En revanche, pour la seconde langue, on avait le choix. Fort de l'influence de mon père, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pris espagnol. Merde. À Viviers, cette usine qu'on appelait communément la vieille montagne, la vieille, rythmait toute la vie des familles qui en dépendaient. Du stade à la bibliothèque, de la piscine à la coop, du dispensaire au cinéma, tout appartenait à la vieille. Nous habitions dans des logements qui, je vous le donne en mille, appartenaient à la vieille. Dans le nord, ce type d'habitation très caractéristique s'appelle un coron. Ici, en Aveyron, pas de chichi, pas de chansons, c'était les maisons ouvrières. La classe, quoi. La classe ouvrière. Parfois, le mercredi, à l'approche de midi, j'allais attendre mon père à la sortie de l'usine pour revenir avec lui à pied. Je passais par derrière, entre les lavoirs sombres et la miroiterie Seguin. Dans le prolongement, je laissais sur le côté l'hôtel en blanc, l'imprimerie Rosière. Je tournais à gauche et débouchais pile poil sur le café Granier, juste à côté du pont et de son parapet, endroit idéal pour observer le grand départ de midi pile. Certes, ce n'était pas la ligne droite des unaudières des 24 heures du Mans, mais là, derrière une grande barrière qui n'allait pas tarder à se lever, qu'un garde à casquette surveillait, qui aurait très bien pu avoir un drapeau à damier, des centaines d'hommes donnaient du vroom vroom à tout va, prêts à découdre amicalement, mais pas que, afin d'obtenir la pole position. Si l'on avait installé un gros microscope au-dessus de toute cette agitation, ce n'était ni plus ni moins qu'une éjaculation à laquelle on allait assister, avec ces spermatozoïdes à pied, vélo, voiture, motocyclette, tous plus pressés les uns que les autres d'aller rejoindre leurs ovules respectifs.
La sirène, quant à elle, hurlait de plaisir, car elle savait bien que ça recommençait quotidiennement, et ce, plusieurs fois par jour. La véritable voix de son maître, elle retentissait une première fois à 6h40, pour signifier au retardataire qu'il fallait se lever. 7h, embauche, midi, fin de matinée. 13h30, reprise, 17h30, fin de journée. Du moins, pour ceux qui ne faisaient pas les postes, les 3-8. Point de délicatesse sonore dans ce rappel à l'ordre permanent avec lequel, femmes et enfants, nous vivions et dont nous étions censés avoir appris les autres significations, mais on se bourrait tout le temps pour savoir si 2 coups c'est le feu, 3 l'accident, ou le contraire. Viviers était divisé en 2 parties. Vivier-Bourg, avec la mairie, l'église, la poste, la caisse d'épargne, le crédit agricole, la boucherie, l'épicerie, la boulangerie, la civilisation, quoi. Et Vivier-Pont, avec ses cités ouvrières qui s'étalaient le long de l'avenue d'Angrave. Vivier ne serait pas Vivier sans sa montagne pelée. Véritable symbole de la cité du Zec que l'on pouvait apercevoir aussi bien du bourg que du pont. Elle faisait pour ainsi dire la jonction entre les 2 parties de la ville. Les rejets d'acide et autres fumées de l'usine avaient eu raison de l'herbe et des arbres présents sur cette colline. Décor lunaire donc où nous rejouions les épisodes de l'île mystérieuse de Jules Verne, sans que personne ne se souciât un seul instant du degré de pollution pourtant très élevé présent sur cette colline. À Vivier-Pont, j'habitais la première cité en venant de l'usine, la dernière se situant pratiquement à l'entrée de 2 cases villes. Une rangée d'une centaine de mètres composée de 15 habitations mitoyennes faisant face à une autre rangée en tout point identique, le tout séparé par une simple allée. Durant ces études, l'architecte qui avait pensé ces implantations n'avait pas dû prendre l'option courbe, arrondie et déliée, puisque tout était tiré au cordon. L'entrée principale de chaque habitation était agrémentée d'un imposant perron avec ses 3 marches larges et hautes. Ce perron était prolongé par un petit muret, où parfois nos mères s'asseyaient les après-midi pour discuter, dire du bien des voisines d'en face. Muret masquant l'escalier descendant à la cave. Au rez-de-chaussée, un salon salle à manger que l'on dirait aujourd'hui coquet. C'est-à-dire charmant, mais pas très grand. Pas grand du tout. Attenante, la cuisine n'aurait pas pu non plus accueillir les 3 gros. Ils ne seraient pas rentrés. Ouais, c'est une blague. Cette blagounette, je me devais de la ressortir car j'ai longtemps cru enfin que les célèbres chefs étoilés 3 gros étaient 3. Et qu'ils devaient leur surnom en raison d'un embonpoint qui pouvait se justifier dans ce métier de cuisinier. Mais un jour, quelle fut ma surprise d'apprendre qu'en fait les 3 gros n'étaient que 2. 2 Bien plus tard, j'irai moi-même résoudre ce problème d'arithmétique en me rendant directement à Roanne, au central, la brasserie familiale tenue désormais par les enfants 3 gros, qui sont 4. Le WC se trouvait sous l'escalier qui montait aux 3 chambres et à la salle de bain. Réduite à sa plus simple expression, la salle de bain était composée d'une douche au sabot et d'un lavabo. Les chambres, bien ayant un lit chacune, n'avaient de chambre que le nom. Ma soeur avait la petite. Petite. Mes parents avaient la plus grande. Petite. Mon frère et moi avions la moyenne. Petite. Dans la chambre donc, que je partageais avec mon frère, nos lits jumeaux étaient côte à côte, séparés par un petit passage où un panneau de circulation alternée aurait eu toute son utilité si on avait pu l'implanter. L'exiguïté, pour ne pas dire la promiscuité, avait d'autres avantages. Un soir, vers ses 13-14 ans, après un repas du foot un peu arrosé, sans doute sa première vraie cuite, j'ai su, sans que je ne lui demande, ce que mon frère avait mangé ce soir-là. Rien vantant la livraison du plat chaud à domicile, avec ce petit plus, cette petite attention que je n'oublierai jamais, directement remis dans mon lit. Pendant que je dormais. Dans ces chambres, afin de gagner de la place, en plus du bureau secrétaire obligatoire que nous ouvrions tous les soirs pour faire nos devoirs, la mode était à la porte accordéon. La porte accordéon. Système très ingénieux, très astucieux, qui fait que dans ces chambres, messieurs dames, il n'y a jamais eu, jamais, de portes qui ont claqué. Des années après, assistant à la soutenance de thèse en géographie urbaine de celui qui allait devenir mon beau-frère,
Acteur et enjeu de la reconversion d'un foyer d'industrialisation ancienne, le bassin Aubin de Caseville, tel était le titre de cette thèse de 600 pages qui certes m'intéressait, mais il faut dire que j'étais surtout venu pour le repas du soir, clôturant un brillant cursus universitaire d'une douzaine d'années. Je fus néanmoins surpris ce jour-là d'apprendre quelque chose quant à ma condition, mon conditionnement même, quelque chose qui était là sous mes yeux dont je ne m'étais jamais aperçu. En effet, Régis avait démontré que pour se rendre à l'usine, le parcours des ouvriers ne croisait jamais celui des ingénieurs, empruntant quant à eux leur propre chemin. De plus, les habitations bourgeoises qu'habitaient ces cadres, construites à flanc de collines sur les coteaux alentours, nous rappelaient quotidiennement et visuellement qu'ils étaient en haut, qu'on était en bas. Je me souviens très bien du ressentiment, pour ne pas dire de la haine, que mon père vouait à quelques ingénieurs de l'usine, notamment un qu'il qualifiait, non sans un certain humour, d'âne déguisé en homme. C'est un âne déguisé en homme. Cette punchline, comme on dit aujourd'hui, m'a longtemps fait rire. Il faut dire qu'en matière d'humour, nous avions, avec ma soeur et mon frère, été à la bonne école. Au cinéma, par exemple, nous avions vu tous les grands classiques comiques et pouvions, non sans une certaine fierté, ressortir quelques répliques cultes qui faisaient beaucoup rire ma mère et mon oncle Gérard, grand adepte aussi du 7e art. Restez gros pire. Vous avez du volaille. J'ai glissé. Et celle qui renversait tout le monde, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Et que dire des mimiques de Louis de Funès que nous essayons maladroitement, je dis bien maladroitement, de reproduire. Bon, ma biche, c'est chaud. Vous voyez? Je vous disais que nous avions été à la bonne école. Ne riez pas, je ne me moque absolument pas. Je dirais même que mes parents avaient du goût. Enfin, ils avaient leur goût. Et nous étions un certain nombre à avoir le même. Ici, dans le quartier, tout le monde aimait la 7e compagnie, le gendarme de Saint-Tropez. Et on ne se posait même pas la question de savoir si on avait bon ou mauvais goût. C'était pareil pour les livres. Enfin, le livre trimestriel qu'il nous fallait obligatoirement acheter dès lors que l'on était abonné à France Loisirs, sous peine de perdre les points de fidélité et par là même ne pas se voir offrir la carte de France reliée, plastifiée Raider d'Alger, tal qu'on voit. Pierre Bellemare, l'auteur le plus lu dans la famille, était une sorte de Maupassant. Aussi le cercle plus direct et les livres d'histoire extraordinaires qu'il écrivait, regorgeaient de faits divers tout aussi sordides que ceux racontés par Georges de Maupassant, comme je l'avais prénommé des années après au collège en cours de français. La grande musique chez nous rimait avec Richard Klederman, dont nous avions le 45 tours. Bien sûr, ça peut se comprendre, quelques chanteurs engagés, bien sûr, comme Michel Sardou. Michel Sardou, oui, ils sont embellis des colonies. Ne m'appelez plus jamais France, je suis pour. Des intellectuels également, comme Dave. Ben oui, Dave. Dave qui, mine de rien, abordait Proust dans le texte en allant faire un tour du côté de chez soi. Quant au théâtre, mes parents y allaient une fois par an. À la kermesse annuelle de l'école, ils me découvraient, grimé, un carton peint en marron accroché à ma taille représentant un tronc. Mes bras comme des branches avec dans chaque main un fruit. J'étais un pommier. Je n'avais toujours pas lu Pierre Bourdieu, mais 2 ou 3 interviews entendues ça et là me confortaient dans cette idée que cet homme me parlait. Pourtant, je remettais toujours à plus tard l'écriture de cet hypothétique spectacle sur le déterminisme social. En apparence, je donnais réellement l'impression de maîtriser mon Bourdieu sur le bout des doigts, aidé en cela par quelques citations bien senties qui pouvaient faire illusion quant à la régurgitation d'un savoir que je n'avais évidemment pas. Dans ces semblances d'érudition, j'étais également à la pointe dans d'autres domaines. Un soir, chez des amis, discutant de la condition paysanne, je m'étais lancé dans des explications du fait qu'avant la mécanisation agricole, les paysans étaient magnifiquement solidaires entre eux, notamment à l'occasion de la fenaison, affirmais-je. Et me voilà parti
dans un réquisitoire enflammé contre la moissonneuse-batteuse. Ouais, la moissonneuse-batteuse, briseuse à mes yeux de cet idéal paysan de solidarité, sous la mine ébahie et de plus en plus déconfite de ma femme Alice, qui ne me connaissait pas tant d'érudition en matière d'anthropologie rurale. La moissonneuse-batteuse me fait remarquer quelqu'un, mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, c'est pas pour le foin, c'est pour le blé. Qu'importe, j'étais parti, c'était pas une moissonneuse-batteuse qui allait m'arrêter. Tel un Jaurès devant les députés à la Chambre, je rétablissais une vérité avec d'autant plus de conviction qu'elle était accompagnée de quelques verres de vin. Bouteille de vin. Une autre fois, à la poste, choisissant des timbres, j'avais fait valoir mes connaissances historiques à la préposée au guichet ce jour-là. Aliénor d'Aquitaine, représenté sur le timbre que j'avais choisi, avait été, d'après moi, un grand homme du Moyen-Âge. C'était pas plutôt une femme, me fait remarquer l'employé. Ah, peut-être, fis-je, en reprenant ma monnaie, ne demandant pas mon reste devant cet intellectuel contrarié, qui avait dû passer le concours de la poste par dépit, n'ayant pas réussi sa licence d'histoire et qui depuis prenait un malin plaisir à humilier de pauvres airs comme moi. Et pourquoi? Pour une simple erreur de genre. Au regard de ces deux exemples parmi tant d'autres, aujourd'hui une question me hante. Pourquoi fallait-il que dans certaines circonstances, consciemment ou inconsciemment, j'essaye à Sas de péter plus haut que mon cul? Pourquoi utiliser un subjonctif imparfait, totalement imparfait, comme je viens de le faire, et surtout pompeux, alors qu'un présent de l'indicatif aurait largement suffi? Pourquoi cette envie de devenir un alcool noble élevé en fût de chêne, alors que je n'étais peut-être et ne serais peut-être toute ma vie qu'une bouteille de Canada Dry? Ça a le goût de l'alcool, la couleur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. La toute première citation de Pierre Bourdieu que j'ai entendue est la suivante. Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Peut-être que je peux répéter. Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. C'est peu de dire que ça a résonné en moi, ça. Dans cette prime enfance, même s'il n'y paraît pas trop aujourd'hui, au regard de mes formes, on faisait beaucoup de sport. Club de gym, club de foot, de rugby, tous créés durant les mouvements d'éducation populaire. Mon père, issu d'une famille nombreuse, 12 enfants dont 2 adoptés, en avait bénéficié. Avec 3 de ses frères, c'était même des vedettes locales, car en cette année 1969, alors que l'on marchait sur la Lune, eux devenaient célèbres en marchant sur des boules. Ouais, des boules. De grosses boules en bois d'un diamètre d'environ 70 cm, suffisant pour grimper dessus, et après avoir trouvé l'équilibre, virevolter devant un public ébahi, et ça, messieurs, dames, à l'avenir olympique gymnastique de Viviers, on en était très fiers. Merci. À propos du mot gymnastique, je l'ai longtemps prononcé comme on le prononçait alors, gymnastique. Ne s'embarrassez pas d'un pauvre M dont le parler populaire n'avait apparemment que faire. Je dois avouer qu'on a fait la peau à bon nombre de lettres dans des noms, des expressions. J'espère qu'avant de partir, Alain Ray nous aura pardonné. C'est pas tout, c'est pas tout.
il nous arrivait carrément de remplacer, voire de rajouter des lettres dans des mots pourtant parfaitement orthographiés dans des dictionnaires que nous n'ouvrions pratiquement jamais, ou alors que très rarement afin de consulter la page de l'appareil génital de la femme, car en plus d'être fait lettrés, nous voulions tous faire médecine, et plus particulièrement gynécologue. En fait, la langue française, c'était nous. Il n'y a pas besoin de quai conti, d'académicien, pour débattre si tel mot était digne d'apparaître dans notre vocable. Il apparaissait, point. Ce qui fait que, lorsque nous allions voir les défilés des fêtes alentours, on prenait plaisir à voir les margerettes. Au cirque de passage qui s'installait sur nos places du village, on allait rire avec les clowns. Ces aménagements langagiers sont encore bien présents dans la bouche de certains que je ne peux citer. Mais je connais un fin bricoleur qui a été, qui a toujours posé du lambril. Du lambril, papa. T'es sûr qu'on ne dit pas lambril? Il faudra quand même vérifier sur ton dictionnaire. Jusqu'à mon nom, Deruo. D-E-2-R-U-A-U. Que dans la famille, on a longtemps prononcé Derio. Oui, c'est monsieur Derio, oui, Derio, oui, oui. Mais je sais ce que vous pensez. Qu'on a tenté à lousder une espèce d'anoblissement avec cette particule plus ou moins bricolée, et par là même sortir de cette condition sociale dans laquelle ma famille baignait depuis des générations, mais non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'on ne connaissait pas bien la règle. Un E suivi de deux consonnes se prononce E. Des-ru-o. Voilà, c'est quand même pas bien compliqué. Des-ru-o. Ben oui, des-ru-o. Non, mais c'est pas très compliqué. Le numéro des 4 frères Deruo avait fait le tour des fêtes locales, toujours sur leur boule, grimpant, descendant, de bascules semblables à celles que l'on trouve dans les cirques, effectuant des numéros tous plus périlleux les uns que les autres, dans un synchronisme dont la patrouille de France n'avait rien à dire. Plus tard, il transmettrait à des plus jeunes, dont moi, ce savoir-faire, qui s'avérerait une technique imparable pour draguer. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais j'ai un truc assez important à te dire, oui. Je ne sais pas comment te le dire d'ailleurs, mais je sais marcher sur des boules. Pardon? Je sais marcher sur des boules, mais c'est génial, c'est génial. Dois-je te dire que c'est la première fois que je sors avec un garçon qui sait marcher sur des boules. Vraiment, c'est formidable, j'ai tellement envie de t'embrasser, quoi, vraiment. Je me pose une question et je vous la pose aussi, soyez francs dans vos réponses. Est-ce que le fils de Neil Armstrong a pu mettre un jour à profit le fait que son père ait marché sur la Lune, autant que moi avec le mien qui avait juste marché sur des boules? Merci. Madame Laval était mon esthète de maternelle, ma maîtresse, disait-on. Son mari, quant à lui, faisait la classe aux plus grandes sections. Il n'était pas rare à cette époque de voir des couples d'instituteurs tenir ces écoles laïques où l'idéal républicain régnait à coups de « Au coué !» à coups de « Tu me copieras 100 fois », à coups de règles. À coups de règles. À Villepont, l'école laïque était située au bas de l'avenue Adam-Grange, juste après le virage des Tuileries lorsque l'on vient de Decazeville. L'école libre que nous appelions communément l'école du curé à l'autre bout. Géographiquement opposés, mais pas que. D'un côté, les fils et filles de prolos que nous étions, et de l'autre, les bourgeois, comme disait mon père. Mon père, chez qui l'on pouvait sentir une certaine non-amicalité lorsqu'il prononçait ce mot de bourgeois, avec un phrasé bien propre à lui, mettant un accent plus que tonique sur la dernière syllabe. Les bourgeois! Il faut dire que nous ne rencontrions que très rarement ces fils et filles de cadres, de maîtrises, d'ingénieurs qui déjà n'habitaient pas dans les cités ouvrières et pratiquaient des activités périscolaires que nous n'imaginions même pas. Le tennis! Il y avait aussi la natation, l'équitation, la danse, le ski l'hiver, la musique avec solfège chez M. Robin le mercredi après-midi à Decazeville. On pensait peut-être que j'exagère, mais non. Non. C'était la réalité. Et d'ailleurs, ça s'explique. Statistiquement, à cette période, pour un enfant de cadre, on pouvait dénombrer 7-8 enfants de prolo. Vous pensez sérieusement que l'on peut constituer une équipe de rugby ou de foot lorsqu'on est tout seul? À nous, donc, les activités de masse.
Et les activités de messe. Car évidemment, le catéchisme faisait partie intégrante de cette bonne éducation. Et c'est d'ailleurs le seul endroit, il faudrait le reconnaître, où l'on pouvait se rencontrer, se croiser. Car comme Dieu était amour, il nous avait acceptés, nous les fils et filles de Prolo, en son sein. Mes parents n'étaient pourtant pas croyants, mais il fallait que j'aille au caté. Il en allait de la respectabilité de notre famille. J'ai donc participé à cette mascarade, orchestrée non pas par la force invisible de Dieu le Père, mais bel et bien par cette religion du candidaton qui avait infusé bon nombre de foyers de la classe sociale à laquelle j'appartenais. En écrivant ces lignes, il m'est apparu une parabole quasi-christique que Jésus n'aurait sûrement pas reniée, car si on regarde bien comme lui, je me suis sacrifié. Je me suis sacrifié. La différence toutefois que ça ne s'est pas terminé exactement pareil. Moi, quand tout ça a été fini, j'ai eu une montre, une gourmette, une guitare. Et par un beau dimanche de juin, nous sommes partis toute la famille manger chez Grataka, à Saint-Constant, dans le Cantal. Car vous l'avez sans doute deviné, j'ai fait ma communion solennelle. À force de m'entendre citer Pierre Bourdieu, Alice m'avait offert La Distinction, un des ouvrages références de ce dernier. Bien que n'ayant jamais été un grand lecteur, ni même petit, allez savoir pourquoi ces derniers temps je m'étais mis à lire. J'avais découvert et j'aimais particulièrement les séries de livres que l'on propose aux classes de collège, comme Le Grand Siècle en poésie chez Folio Junior, Le Profil d'une œuvre chez Attier Jeunesse, Les Bibliocollèges chez Hachette. Moi qui étais complètement passé à côté de tout ça durant toute ma scolarité, je me régalais. Je me régalais vraiment. Ce qui fait que vers mes 40 ans, j'ai effectué ma première vraie rentrée en 6e. Bref, ce gros pavé de presque 600 pages et La Distinction était donc là, dans ma mare, enfin sur ma table de nuit, il n'y avait plus qu'à. À l'instar de ma grand-mère qui commençait toujours la lecture de la Dépêche du Midi par la dernière page, les avis de décès, vraiment pour sentir qu'elle était encore bien vivante, je jetais un œil sur la 4e de couverture. Le deuxième allait être le bienvenu en renfort. Si j'avais pu avoir 3, voire même 4 yeux, ça n'aurait pas été de trop. Autant je pensais comprendre en surface les grands concepts de la pensée de Bourdieu, autant Bourdieu dans le texte lui-même, ne serait-ce que dans cette 4e de couverture, me dépassait totalement. J'allais tout de même pas arrêter un livre que je n'avais même pas ouvert, en ayant lu en somme que la 4e de couverture. Bien sûr, une fois j'avais entendu cette phrase de ce philosophe belge, « On n'est pas obligé de tout piger pour comprendre ». Jean-Claude Van Damme. Mais là, je partais de loin. De très loin. Pierre Bourdieu a beaucoup publié sur l'école. Et lorsqu'il écrit, je cite, « La reproduction des inégalités sociales par l'école vient de la mise en œuvre d'un égalitarisme formel. À savoir que l'école traite comme égaux en droit des individus inégaux en fait. C'est-à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique. » Je ne sais pas vous, mais là pour moi d'un coup ça s'éclaire. C'est tellement ça. Sauf que je ne le savais pas. Dans les quartiers, ça grouillait de partout. Des bombes dans chaque famille, des grands, des petits. Je ne me souviens pas d'avoir entendu dire qu'il y a eu des moyens.
Dualisme inconscient, opposition permanente qui infusait dans nos têtes à coups de grands, de petits, de riches, de pauvres, d'ingénieurs, d'ouvriers. Pour situer, on faisait partie des petits jusqu'à l'âge d'avoir sa mobilette, un 103 Peugeot, une moto bécane. Chez les garçons, on s'appelait Pascal, Francis, Philippe, Cédric, Lilian. Chez les filles, Nathalie, Joël, Véronique, Laurence. Bien que différents et uniques, nous étions toutes et tous reliés les uns aux autres, sans exception. Tout d'abord par notre condition sociale, bien sûr, mais aussi par quelques préceptes éducatifs que nos mères ont prononcés à l'unisson. Et le premier précepte, en ce qui nous concerne, était le fameux « va jouer dehors ». Ou dans un langage un peu plus fleuri, « fous-moi le camp ici, là, dégage, j'étais toujours en train de traîner par les bras, dégage, là tu m'encombres, il fait beau dehors, dégage, allez, dégage !» Alors on dégageait, on traînait. Quand Michel Jonas regardait passer les bateaux, nous pouvions rester des heures assis au bout de l'allée à regarder passer les voitures le long de cette avenue à Dangrange. Certains parmi mes copains fantasmaient sur ce qui était le vrai symbole de réussite sociale, la voiture. Celle que tous nos papas lavaient le dimanche matin à grands coups de seau d'eau et d'éponges savonneuses, finissant toujours par la peau de chamois passée avec le dernier lustrant dont Jean-Pierre Beltoise avait fait la réclame. Mon copain Toto voyait à la R8 Gordini, jante large, chromée, béquille arrière et prénom sur le phare au soleil, le summum du raffinement. Fallait le voir se mimant au volant de cette divinité qu'il aurait un jour, c'est sûr, imitant le bruit du moteur et des rapports passés de la première à la 4e vitesse. C'est le même Toto qui nous enseigna au même moment le coup du bout de carton accroché à la fourche arrière de notre vélo, qui venant claquer son orion faisait pétarader nos frêles cylindrés. Je dois avouer que Toto m'impressionnait vraiment. Il avait fière allure. Il semblait tellement sûr de lui, de ses goûts. Me revient à mémoire une discussion que nous avions eue avec d'autres copains où il avait affirmé, avec une fermeté qui n'était pas sans rappeler celle de Gaulle tenant tête à Churchill, carrément, il avait affirmé que les Chamonix orange étaient vraiment dégueulasses. Et que tous ceux qui en mangeaient n'avaient aucun goût. En revanche, chez les pépitos, il n'y avait pas meilleur. J'ose avouer que je n'avais pas de préférence arrêtée. Je m'en empiffrais des deux marques dès que je pouvais, si possible, accompagné d'un verre de tang ou de pchit orange. Je ne pus qu'acquiescer de peur de froisser ce penseur de la pâtisserie industrielle. En plus des voitures et des pépitos, Toto était féru de chasse. Son père, chasseur lui-même, lui avait même offert une carabine à 4-5 à plomb. Il n'était pas rare, durant nos jours de vacances, de le voir arriver habillé en kaki, treillis, bottes, casquette, comme s'il partait pour un quelconque safari. Ce matin-là, il venait de faire un carton. Donc pas des tourneaux qu'il avait l'habitude de zigouiller, mais de rats. Ouais, de rats. Moins reluisant, j'en conviens, que les Perlés Bartavelle de Pagnol, mais on a les souvenirs qu'on a. Il y avait beaucoup de rats à Viviers. Faut savoir que le ruisseau qui déroulait ses eaux au bas de toutes les cités ouvrières ne répondait pas exactement à l'image d'un cours d'eau avec ses eaux claires et limpides. C'était un ruisseau qui, malgré lui, avait viré du mauvais côté de la force. À l'image de Dark Vador, il se parait souvent de noir. Il faisait peur, il pouvait tuer. On l'appelait le Rio Mort. Véritable poubelle de la vieille montagne et de toutes les autres industries du bassin, on y déversait tout ce que les métaux peuvent compter de plus lourd, notamment le cadmium, le manganèse, sans parler de toutes les eaux usées des maisons ouvrières qui s'y déversaient également. Ce matin-là, donc, mon copain Toto en avait tué des dizaines. Je te dis, j'en ai tué des dizaines. Bon, il faut dire qu'il avait un peu tendance à exagérer, et il avait également du mal avec la base 10. Et il en avait tué deux. Il nous racontait son exploit avec juste ce qu'il faut d'exaltation, hein. Le bout de son canon de carabine sur le dessus de sa botte droite, l'air faussement décontracté, doigt sur la gâchette, prêt à tirer, au cas où un sanglier ou je ne sais quel hamster se présentait, lorsque tout à coup, bah! Du CP à mon entrée en 6e, nous avons été les 4 mêmes garçons, Toto, donc, avec ses béquilles, Cédric, Pascal et moi-même pour une vingtaine de filles. Dans le quartier, j'avais d'autres copains, mais à l'école, les Beatles, c'était nous. Pas de génie à la Lennon McCartney, je vous rassure. Hein. Plutôt 4 Ringo Starr. Pour ceux qui connaissent, ça va faire un groupe avec 4 batteurs.
Cédric avait eu un peu de retard à l'allumage. Un petit peu zinzin, comme on disait entre nous, mais ses parents, avec l'accord de la maîtresse, j'imagine, n'avaient pas jugé utile de le placer dans un institut spécialisé. Cédric était un garçon extrêmement gentil, bienveillant, le cœur sur la main, mais il lui arrivait parfois d'avoir quelque sorte d'humeur. Et Sophie en a fait les frais. On l'a retrouvée un matin, gisante, la tête d'un côté, le corps de l'autre. D'après les explications de Cédric, comme elle ne voulait plus manger, il avait coupé la tête de sa tortue, Sophie, avec une hache. Ce qui fait qu'en cet été 1976, Christian Ranucci n'a pas été le dernier Français décapité, puisque lui c'était en juillet et Sophie en août. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais toujours pas à plonger dans la distinction. Comme lorsque des années auparavant, j'étais redescendu du plongeoir de 5 mètres à la piscine de Decazeville. Je n'avais pas pu sauter, le vertige, la peur. Étaient-ce les mêmes craintes qui m'assaillaient dès lors que j'ouvrais ce livre? Je ne sais pas. Pourtant, à la table des matières, les titres et sous-titres étaient tous plus alléchants les uns que les autres. Mais jugez plutôt. Le goût pur et le goût barbare. Questionnement quasi permanent en ce qui me concerne quant à cette hiérarchisation du bon goût plus que présente dans le milieu culturel dans lequel j'évoluais. L'école et l'autodidacte. Pile dans le mille au regard de mon parcours scolaire en série technique, vu qu'on avait jugé que je n'avais pas les moyens d'intégrer la filière générale. Connaissance et reconnaissance. Sujet central chez les artistes, bien que l'on s'en défende toujours un petit peu. Autant de thématiques qui, en peu de mots, m'agrippaient et qui pouvaient, je le pensais, répondre à ces questions que je me posais depuis des années, mais dès que j'ouvrais ce grand bassin de savoir qu'était la distinction, le vertige d'un jargon que je ne maîtrisais absolument pas, et la peur sûrement de découvrir qu'en ce qui me concerne, les dés étaient pipés depuis ma naissance, me faisait illico refermer ce bouquin. Pour le moment, le pédiluve d'une pensée vulgarisée par quelques youtubeurs expliquant les grands concepts de Bourdieu me suffisait amplement. Pourtant, au fond de moi, tel l'acteur Marcel Philippot, je me disais, je l'aurai, un jour je l'aurai. Vous avez sûrement reconnu une de nombreuses pubs de la MAF. On a la culture qu'on a. Peut-être qu'on peut écouter la face B, peut-être. C'est la version piano seul. Une chose est sûre, pour qui n'a pas fait une fac de sociaux, et même parfois lorsqu'on l'a faite, Bourdieu n'est pas des plus faciles d'accès, et ça l'explique. Il est certain que je ne cherche pas à faire des discours simples et clairs, et que je crois dangereuse la stratégie qui consiste à abandonner la rigueur du vocabulaire technique au profit du style lisible et facile. La fausse clarté est souvent le fait du discours dominant, le discours de ceux qui trouvent que tout va de soi. Il faut assumer que le discours sociologique peut et doit être aussi compliqué que l'exige le problème dont il traite. Si les gens retiennent au moins que c'est compliqué, c'est déjà un enseignement.
Deux sœurs de mon père s'étaient installées à Paris depuis quelque temps. Bien qu'étant petit, ne comprenant pas tout, je sentais bien qu'il y avait dans cet exil quelque chose de l'ordre de l'exploit, que seules mes deux tantes, si j'ose dire, avaient tenté. Mon oncle Gérard avait résumé le quasi-héroïsme de ces deux frangines avec une phrase teintée d'admiration non feinte que l'on ose avouer par pudeur sûrement. Fallait avoir les couilles. En effet, c'était pas à Viviers qu'elles avaient choisi de faire leur vie, pas plus à la Boudillotte, ni même à Boisse-Panchaud, qui pourtant brillait au firmament des villes en pointe du canton, avec l'achèvement récent de son lotissement Les Lotus Bleus. Donc c'était à Paris. Paris. Enfin, le Blanc-Ménil pour ma tante Janine, et la Courneuve pour ma tante Annie. Mais pour nous qui étions restés au pays, on n'allait pas chipoter. Le Blanc-Ménil, la Courneuve, c'était Paris. Quelque part, messieurs dames, on avait inventé avant l'heure le Grand Paris. D'autres exemples me le prouveront par la suite, mais il y avait comme ça dans cette famille une réelle spécificité à faire des raccourcis sans que cela ne gêne absolument personne. Un jour, lors d'un repas de famille, mon oncle Gérard avait parlé de Tokyo, en Chine. Du haut de mes 10 ans, j'avais fait remarquer que le Tokyo, c'était au Japon. Non pas que j'étais un féru de géographie, mais je regardais avidement la série Les Têtes Brûlées, avec Papy Boyington, Robert Conrad. Il m'avait regardé, il avait dit « Oui, Lilian, t'as sûrement raison, mais pour moi, tu sais, bon, tu sais, c'est pareil, pour moi, c'est tous des bridés. » En tirant ses paupières à l'aide de ses deux index. J'avais ri comme tous ceux présents à ce repas, ce jour-là. Mon oncle Gérard était ce qu'on peut appeler un déconneur, un fameux déconneur. Il me faisait rire, tellement rire. Notamment lorsque nous allions voir les matchs de foot chez un autre frère de mon père, Claude, mon oncle donc, qui habitait juste en face chez nous, dans cette allée, qui venait tout juste d'être baptisée Allée des Acacias. Puisque la mairie avait planté un acacia devant chaque porte d'entrée, donc Allée des Acacias. C'était l'épopée des Verts de Saint-Étienne, et les soirs de match de Coupe d'Europe en cette année 1976 restent à jamais gravés en moi. Pas tant les rencontres en soi elles-mêmes, mais plutôt la tension, la dramaturgie qui se dégageait de ces soirées. J'étais au théâtre sans le savoir. Ma cour d'honneur n'était pas celle du Palais des Papes d'Avignon, mais bel et bien un salon minuscule d'une habitation ouvrière à Viviers, où des Jean Billard du pauvre donnaient des indications de jeu à un téléviseur Radiola acheté à crédit chez Léopoldov à De Casville. Avec le recul, je trouve qu'il y avait du Gérard Philippe chez mon oncle Gérard. Et pas que pour le prénom. C'était un comédien né. Il était capable de tout jouer, tout. Lorsque Kurkovic, gardien yougoslave des Verts, arrêtait un tir au 18 mètres, il bondissait de son fauteuil, et tel un Don Rodrigue rentrant sur le plateau du TNP, allait de sa tirade en serbe, tellement vrai à mes oreilles que je pensais qu'il le parlait vraiment. Osvaldo Piazza, l'Argentin, c'était son préféré. Et lorsque ce dernier partait en contre-attaque, sa spécialité, il fallait le voir dans le salon mimer un gaucho de la pampa pour tirer au ballon au pied, afin de rattraper une vache récalcitrante. Arrive, olé, olé. Bien sûr, parfois, il faut bien le reconnaître, il y avait quelques approximations dans le jeu. Au théâtre, on dit que le personnage n'a pas été assez travaillé. Par exemple, lorsque Gérard Jambion, latéral gauche de l'équipe, stoppait net un attaquant, et que mon oncle, lui faisant dire à Gérard Jambion, attaquant, si tu reviens, je te mets dans la marmite et je te mange tout. C'était drôle, mais pas assez renseigné. La Martinique de Jambion, ce n'était pas exactement l'Afrique. Oui, Lilian, t'as raison, sûrement, oui, t'as sûrement raison, mais pour moi, c'est pareil, quoi. C'est tous des basanés, quoi. Plus tard, dans les années 80, j'ai pensé que Michel Leb avait tout piqué à mon oncle. Mais non. Non, c'était cette France de ces années-là, qui était remplie de Gérard. Et plus tard, de Michel. C'était maintenant un fait indéniable, avéré même. Bourdieu dans le texte, c'était pas pour moi. J'avais donc téléphoné à Thomas, un copain qui avait étudié la socio à la fac, afin qu'il me conseille un film, un documentaire, plus accessible, pensais-je, sur Bourdieu et son œuvre. J'avais rencontré Thomas des années auparavant
à Toulouse lors d'une soirée étudiante où je ne connaissais personne, excepté Alice qui allait plus tard devenir ma femme. Dans cette colloque, ce soir-là, ça avait causé musique. Que des artistes jazz de contre-culture, tous plus géniaux les uns que les autres, mais totalement inconnus pour moi. De temps en temps, j'acquiesçais en murmurant « super ». C'est super, c'est vraiment super. Qu'est-ce que je pense de la montée chromatique dans le pont? C'est super. Et si j'entends le mot de mixolydien dans le chorus? Ben ouais, c'est super. Devant tant d'érudition musicale, je n'avais osé dire que depuis l'âge de mes 13 ans, j'écrivais des chansons, paroles et musique. Ça avait également causé voyage ce soir-là. Et là, pour le coup, j'étais encore plus nul. J'allais tout de même pas raconter le seul et unique voyage effectué à l'étranger avec mes parents, notamment l'épisode où le douanier nous a demandé l'assurance du véhicule qu'on ne trouvait pas dans la voiture. Panique à bord. Ma mère, suivant à grosse goutte comme si elle cachait 3 kilos de shit. Nous, les 3 membres derrière, assez inquiets. Et mon père, qui se tendait de plus en plus, répétant toutes les 5 secondes à ma mère, il veut la quarta verta. La quarta verta, Seigneur, si, t'es vraiment, la quarta verta. Voilà, Janine, je te dis ce matin, vérifie les papiers. La quarta verta, si, Seigneur, si. Trouve-la, on va se faire. Il n'a pas l'air commode, trouve-la, Janine, putain, c'est pas possible. On va se faire coffrer, Janine, je te le dis, on va se faire coffrer. Mais trouve-la, mais putain, mais t'as que ça à foutre, Janine, mais c'est pas possible. Janine, quoi. Cet épisode de la quarta verta reste un must dans la famille comme un souvenir cocasse de ce premier déplacement effectué hors de l'Hexagone. En effet, nous partions très loin, au fin fond de l'Espagne, au Pertus. Acheter du Ricard. Bref, ce soir-là, j'avais demandé à Thomas ce qu'il étudiait à la fac. La socio m'avait étudié, et moi, d'enchaîner direct avec Pierre Bourdieu. J'avais démarré au quart de tour. Tu connais? Ben ouais. Et de ressortir les 3 ou 4 phrases que je citais à chaque fois. J'ai très vite compris qu'il en connaissait vraiment un rayon, qu'il valait mieux pour moi que j'adopte une autre stratégie afin d'être accepté par le groupe. Qu'est-ce que vous préférez, la A ou la B? Je vais remettre là, ouais, je remets un peu là. J'ai que ce disque, de toute façon. Ah, c'est quand même autre chose. Le musée est important pour ceux qui y vont, dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas. La principale fonction de l'art est d'ordre social. La pratique culturelle sert à différencier les classes et les fractions de classes, à justifier la domination des unes par les autres. Pierre Bourdieu, bien sûr. Et c'est pas tout. La domination symbolique marche dans la mesure où le dominé n'a pas pleinement conscience de subir la domination et de ce fait est complice en partie de la domination qu'il subit. Moi je me demande si Pierre Bourdieu n'est pas né à Viviers. Les grandes vacances pour mes parents étaient sacrées. Chaque mois de juillet, nous partions 3 semaines entières. Simca 1000, Simca 1100, Chrysler Simca 1307, Talbot Simca, combien de voitures, combien de Simca ont été chargées à bloc par mon père, avec cette méticulosité, pour ne pas dire maniaquerie, néologisme plus parlant qui le caractérisait. Il faut dire qu'avec 3 membres, la tente 12 places avec chambre individuelle, les 2 glacières, les 5 chaises pliantes, les 2 relax, le meuble réchaud, le nécessaire de plage, les 3 valises,
fallait être un minimum organisé pour tout caser. Bien sûr, nous avions la galerie de toit que mon père avait fabriquée, soudée à l'usine, mais vraiment, il fallait tout. À ces temps de préparation de grand départ, une certaine tension flottait dans l'air. Qui n'était pas sans rappeler celle de la guerre froide. De l'autre côté, les mots, il ne fallait pas trop traîner par les pas, pas encombrer sous peine de baffe qui pleuvait sans que l'on comprenne réellement pourquoi. Je pense que mes parents auraient pu faire d'excellents joueurs de pelote à main nue. Je crois qu'avec Chistera également, puisqu'une fois j'ai pris un coup de panier à pain en osier. Une grande majorité de Villézois prenaient ses vacances dans des endroits synonymes pour moi d'exotisme, tels le Cap. Pas celui d'Afrique du Sud, le Cap d'Agde dans l'Hérault. La Méditerranée étant environ 3 heures de route de chez nous. Palavas-les-Flots. Balras-Plage, les flots. La Tamarissière, les flots. Balaruc, les Bains, les flots. Farinette-Plage, les flots. Et la Grande Motte devenait des lieux de villégiature odorée. Lorsqu'ils rentraient de ces paradis terrestres, mes copains avaient encore des étoiles dans les yeux, évoquant le trampoline du club Mickey ou bien encore le Grand 8 d'un des nombreux parcs d'attractions présents dans ce coin. De notre côté, nous n'allions jamais dans ce genre d'endroit. Mon père, disait-il, en avait déjà assez de côtoyer certains cons au boulot, si en plus pour se les coltiner en vacances, alors là, non. Nous, c'était la côte atlantique. Beaucoup mieux que la côte méditerranée. Ah ben oui, beaucoup mieux que la côte méditerranée. Ben beaucoup mieux au niveau de l'air. Respire-moi ça. Beaucoup mieux au niveau de l'air. Beaucoup mieux au niveau de l'accueil, de la sympathie des gens. Ils sont vachement plus sympas sur la côte atlantique, sur la côte méditerranée. Ben, beaucoup mieux au niveau des vagues. Les vagues, j'en parle même pas. Mais beaucoup mieux, m'a-t-il dit une fois même, au niveau de la qualité des churros. Tout beaucoup mieux. Tout beaucoup mieux. Afin d'augmenter la probabilité de ne croiser aucune tête villézoise connue, on plantait notre tente dans les campings les plus reculés qui soient, tranquille, paisible, reposant, calme, en un mot, chiant. Comme là. J'ai le souvenir de m'être beaucoup ennuyé en vacances. Comme en plus j'étais un garçon timide et réservé, j'avais quelques difficultés à lier connaissances, ce qui embêtait peut-être un petit peu mes parents. C'est pour cela qu'un été, nous sommes partis en village vacances au Cara, à Port-le-Cat. Bien sûr, ce n'était pas l'Hérault, mais c'était encore mieux que l'Hérault, au dire d'un copain d'usine de mon père qui venait tout juste d'acheter un appartement dans ce coin de l'Aude. Mes parents avaient donc loué dans ce village vacances, labellisé par la caisse d'allocation familiale, summum de ce qui se faisait de mieux en matière de logement, de nourriture, d'animation, ça y est, j'étais en fait. À mon retour, j'allais pouvoir moi aussi raconter des trucs incroyables à mes copains, et ce fut tellement incroyable que je me souviens de rien. Rien, excepté le fait que durant ce séjour, j'ai le souvenir qu'avec mon frère et ma soeur, nous avons été souvent séparés de nos parents pour faire des activités. Il fallait faire des activités. Même quand on n'avait pas envie, il fallait des activités. Ah, bon, j'en ai fait ces activités. Oui. Et cerise sur le gâteau, par convivialité, j'imagine, pour les adultes, durant les 3 semaines qu'a duré ce séjour, nous n'avons que très rarement déjeuné avec nos parents. Premier service dans cet immense réfectoire pour tous les enfants du camp, enfin, du village vacances. Deuxième service dans ce même réfectoire pour tous les adultes, service durant lequel nous, les enfants, nous faisions une énième activité. Vacances remplies, trop remplies. Ceci explique peut-être pourquoi je me souviens de rien. Au moins, lorsqu'on s'ennuie, on s'en souvient. Alice était issue de la classe moyenne. Mère infirmière, lettrée, père commerçant. Elle avait appelé chez moi un soir de 1984. Heureusement, j'étais absent pour cause de répétition.
Ma soeur avait répondu, et le soir au dîner, devant mes parents et mon frère, dis donc Lilia, là, il y a une fille qui a appelé pour toi, une certaine Alice. Je n'étais pas un mouton, mais on aurait pu me diagnostiquer direct, la tremblante. J'avais eu vent par un copain qu'elle n'était pas insensible à mes charmes, mais de là à appeler chez moi, je tombais littéralement de l'armoire. C'est ce qu'elle fait quand elle a l'intrépidité de son geste, ou l'inconscience, ou les deux à la fois. Elle aurait pu tomber sur mon père, ma mère, ou moi. C'est ce qui s'est passé quelques semaines après, à la fête du Parti communiste à Firmi, où une rencontre de troisième type a eu lieu. Enfin, plutôt devrais-je dire une espèce de rencontre de troisième fille, car à ce jour, je n'en avais connu que deux, ma mère et ma soeur. Durant des années, Alice n'a pas eu pleinement conscience qu'elle venait d'une classe différente de la mienne. Famille catholique, pratiquante, scolarisée à l'école libre, sport pratiqué, la natation. De fait, elle était copine avec tous les fils et filles de cadres du bassin mouillé de Casseville, notamment la propre fille du directeur de la vieille montagne, carrément. Elle portait des chaussures dont les prix pouvaient aller jusqu'à 1000 francs, 150 €. Et chez elle, en plus de tout ça et de moult autres choses, on mangeait du boudin aux pommes. Je n'ai révélé cette info à mon père que bien des années après, car pour lui, le plat de bourgeois par excellence, c'était le boudin aux pommes. Et savoir pourquoi le boudin aux pommes, c'était bourgeois. À ce milieu des années 80, je n'avais jamais entendu parler de Pierre Bourdieu, Alice non plus. Troublant d'ailleurs comment est-ce que j'allais apprendre plus tard des travaux de Bourdieu, nous le vivions sans le savoir. Le savoir, Alice en avait beaucoup plus que moi, il faut bien le dire. Et nous n'étions pas souvent d'accord, enfin j'étais pas d'accord. Je montais sur mes grands chevaux dès lors qu'une réflexion que je pensais inconsciemment comme une attaque envers ma propre classe sociale survenait. Me revient à mémoire une discussion que nous avions eue autour de la façon de se tenir et la manière de parler, qui d'après elle donnait déjà des indications quant au devenir des êtres que nous étions. Ce jour-là, je réfutais absolument tout, ne pouvant entendre et accepter le fait que suivant où nous naissions, l'on savait déjà ce que l'on ferait plus tard, et surtout, ce que l'on ne ferait pas. Ouais, je vais remettre la baie, c'est moins chargé. Ah, j'ai peur que ce soit effacé. Le corps, en tant que forme perceptible, produisant, comme on dit, une impression, est de toutes les manifestations de la personne, celle qui se laisse le moins facilement modifier, provisoirement et surtout définitivement. Le corps fonctionne donc comme un langage par lequel on est parlé plutôt qu'on ne le parle. Pierre Bourdieu encore. Je me pose une question. Aurait-il aimé que l'on illustrât ses propos par la ballade pour Adeline, qui en plus d'être de Richard Klederman va vous trotter dans la tête pendant encore 2 jours? Ma cousine Josie se mariait. C'était la grande nouvelle. Josie était la fille d'André de Janine de Paris. Enfin, du Blaménie. Ici, à Villiers, tout le monde était content que la Zine, c'était son surnom, la Zine, Josie, la Zine, ait trouvé l'amour à la personne de Lord Brett Sinclair. À les entendre, c'était carrément ça. Patrick Guebwiller, puisque tel était son vrai patronyme, Lord Patrick Guebwiller était à l'image du héros de la série anglaise, beau, grand, cultivé. Comme disait mon père, il est de la route. Alors imaginez le jour où il a débarqué en Aveyron afin d'être présenté à la famille.
excitation, exaltation lorsqu'au volant de son Aston Martin Simca 1000, il est rentré au bout de l'allée, venant se garer pile poil juste devant chez lui. D'un seul coup, d'un seul, tel un mouvement de natation synchronisé, tous les rideaux des fenêtres voisines se sont tirés au bas afin d'apercevoir le bel effet et sa réputation qui le précédait. Lorsqu'il est sorti de la voiture, je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'il est bon, il est grand, il a la classe, il a les yeux bleus, il est bon, mais c'est la classe internationale. Si ça se trouve, il est venu avec Danny Wilde. Mais non, c'était ma cousine. Qui avait néanmoins un petit côté English, puisqu'elle nous a dit hello. Et ils m'ont dit, mes parents étaient sur le perron de notre humble demeure. Mon frère, ma soeur et moi-même également. Nous avions été briefés en amont sur le protocole d'accueil. La réception élyséenne pouvait commencer. Ce jour-là, Lord Patrick nous a carrément bluffés. Surtout mon père, qui à plusieurs reprises durant le repas a pris l'accent parisien. Sûrement pour montrer qu'à Vivier, on savait causer aussi. C'est un truc que j'avais remarqué lorsque mon père appelait une quelconque institution, la CAF, la mutuelle ou la Sécu, il changeait de voix, de ton au téléphone. C'était assez surprenant, mais c'était comme ça. Des années après, lorsque j'ai commencé à me produire sur scène, j'ai fait exactement la même chose. Bonsoir. Vous allez bien? Voilà. Belle écoute ce soir. Ouais. Le jour où un copain m'a dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi, tu fais ton parigo, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Ça m'a refroidi à jamais d'apprendre des langues étrangères. Quelques mois après, Lazine et Lord Patrick allaient enfin se marier, à Paris. Enfin, à Aulnay-sous-Bois, comme il était mentionné sur le faire-part en forme de cœur que nous avions reçu à la maison. Inutile de vous dire que nous n'avions jamais mis les pieds en région parisienne et encore moins à Aulnay-sous-Bois. Un bonheur n'arrivant jamais seul, mes parents, en plus du mariage princier, nous avaient promis la visite de la capitale, rien que ça. Toute la famille du Sud allait faire des déplacements, oncles, tantes, plus ou moins éloignés, cousins, cousines, ils n'avaient pas vu les choses en grand, mais en énorme. Et nous n'étions pas au bout de nos surprises. Car après nous avoir annoncé la visite de la Ville Lumière, mes parents, surfant sur cette joie qui nous animait, nous firent deviner lors d'une question-réponse exaltée l'endroit où le cocktail d'apéritif, ainsi que le buffet dînatoire dansant avec orchestre, composé d'un élément, allait se dérouler. Les cérémonies allaient avoir lieu à l'église et à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, mais ensuite, sur un bateau-mouche, a dit ma soeur, non, Nathalie, sur les Champs-Élysées, je suis un chéri, non, Lydia, non, à la Tour Eiffel, a crié mon petit frère, non, sur l'Arc de Triomphe. Mais Lydia réfléchit un peu quand même. Il y a un restaurant sur l'Arc de Triomphe, mais il réfléchit ou quoi? C'est quoi ce gosse, Christian? Tu réfléchis ou quoi? On vous le dit? Ouais. La gauche alors? Ouais, ce sera, au Novotel d'Aulnay-sous-Bois. Le Novotel d'Aulnay-sous-Bois. On n'y avait même pas pensé. On avait encore quelques progrès à faire en matière de lieux prestigieux à connaître. Les semaines précédant le grand périple furent consacrées à la préparation de cet événement. La tension était palpable et il fallait être à la hauteur. Il fut décidé par ma mère qu'avec mon frère, bien que n'étant pas jumeaux, nous serions habillés de la même façon. En costume. Un genre de costume. Vert. Acheté aux dames de France à Rodez, ce qui n'était pas rien pour notre famille, qui avait plutôt l'habitude de se vêtir chez monsieur Panossian. Monsieur Panossian, c'était le commerçant ambulant qui passait tous les mois dans l'allée avec son estafette proposant des draps, des serviettes, des chemises colpées à la tarte, des pantalons pâte-def en tergal, des pantalons pâte-def en tergal imitation jean, des pantalons pâte-def en tergal imitation tergal. Mais il proposait surtout, d'après ma mère, les plus beaux soupules acryliques col roulé du département. C'était de la qualité et c'était à la mode. En ce temps-là, pas besoin de Fashion Week pour connaître les tendances printemps-été et automne-hiver. Moi, ça a été pendant des années marron orangé, vert cacadois, moutarde et auréole sous les bras. Bref,
Pour le moment, tels deux académiciens tout de verre vêtus, attendant leur intronisation, nous posions devant mes parents et d'autres voisins venus assister à l'essayage, tandis que des « oh, qui sont mignons ». Et autres, c'est original, Janine, ce que tu as fait, c'est très original, fusée dans l'assistance. Assistance complétée de ma tante et de mes cousines. Est-ce à cet instant que ma mère et ma tante ont eu l'idée de faire exactement la même chose pour ma soeur et mes cousines? Je ne sais pas. N'empêche qu'elles n'allaient pas y couper, elles seraient elles aussi habillées à l'identique pour le mariage du siècle. Pam, pam, tam, tam, point, point, ben, le jour du grand départ, le trajet avait été minutieusement préparé en amont par mon père sur la carte de France reliée, plastifiée et Reader Digest que nous avions fini par gagner. Le niveau d'huile avait été vérifié, la pression des pneus également. La Cinca était parée pour partir à l'assaut de la capitale et de son périphérique. Alors, si le trajet s'était bien déroulé, l'arrivée sur le périph' fut plus chaotique. On aurait traversé un champ d'astéroïdes à bord du Faucon Millennium que ce ne fut pas pire. Mon père accroché à son volant comme un marin à sa barre affrontant un grain de force 10, en repositionnant toutes les 5 secondes de son rétro, geste qui se voulait rassurant mais qui trahissait une certaine inquiétude. Ma mère, qui après avoir épelé les portes, rayait le nom de celle-ci sur une liste préparée à l'avance, telle une prisonnière comptant ses jours sur les murs de sa cellule. Nous, les 3 membres derrière qui avions fermé notre boîte à camembert, impressionnés que nous étions par ce flot incessant de véhicules, telle était l'ambiance à la Cinca jusqu'au moment où ma mère a dit « Porte de la Chapelle, c'est là qu'il fallait sortir. » C'est l'instant de stupeur, ce fut la panique à bord. On est perdu, papa, on est perdu. On peut plus sortir du périphérique, c'est ça, Nathalie? On est enfermé dans le périphérique. On va pas pouvoir aller au mariage, c'est ça, papa? On va pas pouvoir. Est-ce qu'on a assez de provisions? Est-ce qu'on va mourir? On va mourir! J'exagère à peine. Mes parents, ignorant que l'on pouvait sortir à la porte suivante afin de rattraper notre chemin, prirent la décision de refaire un tour entier du périphérique. Et par là même, cette fois-ci, ne pas rater la fameuse porte. C'était pas con. Après tout, on était là pour visiter Paris. Et dès le premier jour, découvrir le périph' en entier, on peut dire qu'on était gâtés. Comme film sur Pierre Bourdieu, Thomas m'avait conseillé La sociologie est un sport de combat, de Pierre Carle, sorti en 2001. Dès les premières images, on voit Pierre Bourdieu à Millau en 2000, assister à l'allocution de José Bové devant le tribunal, juste avant que ce dernier n'y rentre ou avec d'autres inculpés de la Confédération paysanne, ils vont être jugés pour les démontages du McDo. J'ai fait pause sur le lecteur vidéo parce que je trouvais ça troublant. Troublant parce que moi j'y étais à Millau ce jour-là, j'y étais. Je soutenais la cause et de plus j'avais été invité par la conf à interpréter le soir même sur la grande scène, juste avant Francis Cabrel, Noir Désir et Zebda, interpréter 3 chansons, parce que c'était devenu mon métier, ma profession. Tout avait commencé à l'adolescence avec l'écriture de premières chansons, en compagnie de mon copain Frédéric Chi, et puis... Maïté dans Jean-Louis Floutier, c'est Pollen. Salut. Vos applaudissements pour Wally. Et l'extrait de cet album est une sorte de medley d'une de ses spécialités, les chansons courtes. Wally. Il est au Trianon jusqu'au 30 septembre, du mardi au samedi à 20h30. Mesdames et messieurs, vous voulez faire un triomphe à Wally le triomphe. On poursuit avec Wally qui renouvelle le one-man show au 20e théâtre jusqu'au 22 mars. Le chansonnier conçoit son spectacle comme du musical avec l'humour et l'humeur en plus. Bref, Peggy Olmy est allé voir l'âge des pics, Magnéto. Moi qui avais voulu, c'est indéniable, sortir de ma condition sociale, à l'écoute de ces génériques, on pouvait penser que j'avais réussi. Mais plus je côtoyais ce milieu parisien, plus j'en observais chaque jour les limites, et surtout mes limites, à mesure que grandissait ma non-légitimité, avec également un fort sentiment d'imposture. C'est pas pour nous de mon enfance, c'était bien là,
chevillé au corps, entretenu en cela par quelques préceptes qui avaient eu domicile au plus profond de mon être. Dire merci plutôt 10 fois qu'une, s'excuser parfois d'être là alors qu'il n'y avait aucune raison, sans parler de cette déférence permanente envers ce que je pensais et trouvais beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire pratiquement tout. Je n'étais peut-être tout simplement pas à ma place, celle qui m'était inconsciemment réservée, ouvrier, ou ce qui aurait été la réussite ultime pour mes parents, prof technique. Un jour, après un de mes spectacles, ma mère m'a dit comme un compliment, « Des fois, je me demande si t'es mon fils, t'as de ces idées, je comprends pas. On vous a pourtant élevé tous les trois pareil. » J'étais une anomalie, et c'était pas faux. Mais bon, pour le moment, je faisais mes armes dans des émissions radio, télé, donnant de plus en plus de spectacles en France, mais aussi à l'étranger, en Suisse, en Belgique, au Québec. J'étais invité de temps en temps sur France Inter, et ça, j'en étais réellement content, fier même. France Inter. Mais comme dans mon entourage, c'était une radio que personne n'écoutait, on me demandait sans cesse quand est-ce que je passerais un jour à DFM, de Caseville, fréquence modulée, la radio locale qui comptait plus que n'importe quelle radio nationale. Bref, pour les gens, Wally, mon nom de scène dans l'humour, vous l'avez compris maintenant, même si on ne savait pas trop ce qu'il faisait, c'était l'artiste, avec cette intonation bien spécifique que l'on mettait dans les conversations dès lors que l'on parlait de moi. Oh ben lui c'est l'artiste, Wally, ben c'est l'artiste. Ayant appris que j'allais faire les premières parties d'Eddie Mitchell à l'Olympia, j'avais appelé mes parents tout content que j'étais à l'idée de les inviter. C'était quand même l'Olympia. Ma mère m'avait dit, super, on viendra, on n'a jamais vu la salle. Si ce jour avec M. Eddy s'annonçait comme un moment fort dans mon parcours, mais une espèce de reconnaissance, de consécration même, de celui que j'étais devenu, allait arriver tout autrement. Et bonsoir à tous! Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue dans le plus grand cabaret du monde. Un petit nouveau qui débute à l'horaire, on peut pas savoir l'effort monumental qu'il a fait pour mettre un nœud papillon, mais il l'a fait, je te remercie beaucoup Wally. Merci monsieur Wally. Fallait effectivement me voir avec mon nœud papillon, tellement emprunté gauche aux côtés de Pierre Bachelet et d'autres invités ce soir-là. J'avais beau avoir passé un superbe smoking loué pour l'occasion, on voyait bien que je n'en avais jamais porté. Et à moi, le lendemain, une dizaine de coups de fil, de copains, d'amis, pour me féliciter, me dire bravo. Certains me disant qu'ils ne regardaient jamais ce genre de programme, mais là, bon, ils étaient tombés sur moi par hasard, en zappant. À Viviers, presque tout le monde avait vu l'émission. J'avais même eu droit à un article dans Le Pont, le journal paroissial de la commune. Mes parents, fiers, pourraient dorénavant justifier que j'étais un artiste, un vrai. Validé en cela par ce passage à la télé, et pas dans n'importe quelle émission de télé. Une émission populaire par excellence, le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Dans le village où nous résidions avec Alice et nos 3 enfants, quelqu'un lui avait même demandé, maintenant que j'avais réussi, si elle allait continuer à travailler. Plus tard, j'ai eu un déclic quant à cette simple apparition au plus grand cabaret du monde. Même si ça n'était pas exprimé comme ça, au regard des retours que j'avais eus, on me renvoyait le fait que je m'en étais sorti, que j'avais échappé à cet implacable mécanisme de reproduction sociale, ce destin tout tracé. C'était pas faux. C'était pas faux. J'étais pas devenu ouvrier, comme mon père l'avait été toute sa vie, non. Enfin, moi, j'étais un artiste. Un artiste. Et au fond de moi, l'étais-je vraiment? Bien sûr, depuis quelques années, mon mode d'être, culturellement parlant, avait changé. Alors que mes parents étaient télé-stars, j'étais télé-rabat. Alors qu'ils étaient toujours Richard Klederman et André Rieu, j'étais Debussy, Fauré. Alors qu'ils étaient politiquement flous, j'étais d'une gauche bien intentionnée. Alors qu'ils étaient RMC, Europe 1, j'étais France Inter, et parfois France Culture. Alors qu'ils étaient repas roboratifs, j'étais gastronomie.
reviennent en mémoire les larmes de mon père, découvrant le prix du menu sur la carte d'un resto étoilé où je les avais invités. Car économiquement, j'avais fait un bond. Socialement, je rencontrais des gens tous plus intéressants les uns que les autres. Alors qu'à Viviers, le microcosme relationnel réduit aux voisins de l'allée se sclérosait en permanence, aidé en cela par une télé constamment allumée. Étais-je pour autant devenu ce qu'on appelle un transfuge de classe, que l'on désigne parfois par le terme transclasse? Dire que j'avais répondu à la question aurait été bien présomptueux de ma part. Mais par ce récit, cette plongée au fond de moi-même, de mon histoire, de ma famille, j'avais désormais quelques éléments de réponse. Du moins, mes réponses. Je n'avais, c'est vrai, jamais eu honte de mes origines sociales, et malgré des études supérieures, un BTS de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle, et malgré tout le respect que j'ai pour les chaudronniers, ma scolarité n'avait pas été un levier d'émancipation. Je n'avais jamais donc eu de conflit de loyauté. Le milieu modeste dans lequel j'avais grandi n'était pas miséreux au point de vouloir à tout prix repartir de zéro, faisant table rase de son passé, coupant tous les ponts, tous les contacts. Bien sûr, parfois j'avais regretté que mes parents ne soient pas plus érudits, plus cultivés. Et si j'étais devenu celui que j'étais aujourd'hui, n'était-ce pas en partie grâce à ces manques? Ces manques qui avaient éveillé en moi une certaine curiosité, une appétence. De plus, le mot est peut-être un peu fort, mais la résistance de mon père face à cet ingénieur qu'il avait traité d'âne déguisé en homme, n'avait-elle pas inconsciemment infusé en moi, faisant de ma personne des années après un humoriste résistant, pensant manier l'humour comme une arme, pouvait désormais venger son père de toutes ces dominations plus ou moins symboliques, de ces violences dites, non dites. J'avais socialement et matériellement évolué, mais je ne m'étais pas élevé. En n'ayant pas fait la rupture avec mon milieu d'origine, j'étais dans une continuité, une espèce d'artiste ouvrier. Ouais, artiste ouvrier. Je n'habitais plus Viviers, mais Viviers m'habitait plus que je ne le pensais. Pourtant, dès que j'y retournais, j'avais du mal à reconnaître cette ville que j'avais traversée de nombreuses fois gamin en long, en large et en travers, notamment lorsqu'avec l'avenir olympique gymnastique de Viviers, nous défilions derrière les chars fleuris en ce premier dimanche de juin à l'occasion de la fête votive annuelle. Le départ était donné juste devant le restaurant ouvrier Gibran, fermé depuis des années. Juste en face, le THR, acronyme signifiant traitement humide des résidus, toujours en activité de nos jours. Les sous-sols de Viviers regorgent de métaux lourds. Alors on pompe, et ce pour quelques décennies. La gare, toujours à la même place. On aperçoit au fond un bout de l'usine, rebaptisée Umicore. L'effectif de 1300 est aujourd'hui retombé à 180 personnes. Derrière ce mur, imaginez le quartier des silos. Toutes les familles nombreuses étaient entassées là. Une espèce de bidonville. Mon père a grandi là. La passerelle, reliant Viviers-Bourg à Viviers-Pont à pied, surplombant les nombreuses voies ferrées où jadis des wagons remplis de blindes stationnaient. La barrière automatique, que j'ai connue non automatique. Véritable checkpoint entre Viviers-Bourg et Viviers-Pont. La voici, la voilà majestueuse, imposante, cette montagne pelée. Aujourd'hui, 3 pauvres arbres ont surgi tels des poils d'adolescents imberbes. L'hôtel des célibataires, l'ancienne COP, l'ancienne bibliothèque, on parle depuis des années de les raser. C'est chose faite depuis quelques mois. L'ancienne entrée de l'usine, grillagée, on aperçoit au fond la nouvelle entrée de l'usine, édifiée depuis qu'une voie rapide reliant de Casul a été construite. Abordons à présent l'avenue Adam-Grange, les lavoirs sombres, la miroiterie Seguin, l'hôtel Amblar, l'imprimerie Rosière, le café Granier,
Tout a disparu. Tout. En revanche, celles qui n'ont pas disparu, ce sont ces maisons ouvrières dont vous connaissez maintenant l'existence. Au fond de l'allée, le rayonnement coule toujours, un peu plus clair. On aperçoit au fond le laminoir, où mon père aura travaillé pratiquement toute sa vie. Je vous propose à présent d'aller au numéro 23. Le numéro 23 de l'allée des Acacias. Salut papa, salut maman. Je viens vous voir au sujet de ce que je vous ai dit au téléphone pour quelques questions, car comme j'ai écrit sur la famille, Vivier, etc., j'avais envie d'avoir votre avis. Donc première question qui est plutôt une demande, papa, j'aimerais bien que, parce que j'ai l'impression qu'on ne me croit pas lorsque je parle d'accent allemand standard autrichien, j'aimerais bien réentendre l'accent allemand tout d'abord standard. Scheiße. Et l'autrichien, ça a donné quoi? Scheiße. Tant qu'on est dans les langues, je ne résiste pas au plaisir de réentendre ton accent espagnol. Vuelta, vuelta. Pourquoi le boudin aux pommes était-il pour toi synonyme de plat de bourgeois? Eh ben, c'est un plat de bourgeois. Mais nous, on a mâché quand même un peu de boudin, ça les pommes. Donc sans les pommes, c'était pas un plat de bourgeois. Ah non. Avez-vous déjà entendu parler de Pierre Bourdieu? Non, pas du tout. Pas du tout. Si, il y a un Roger Bourdieu qui habite à l'allée des Prades, là, où peut-être la famille. Peut-être. Durant cette vie que tu as eue et qui, j'espère, va continuer, t'es-tu réellement senti libre? Libre. Totalement libre.